On y va. Bonsoir à toutes et tous. Merci aux organisateurs de m'avoir conviée au congrès pour parler d'Al-Capa. Moi, je suis Audy Perdreau, je suis cardiopédiatre et réanimatrice pédiatrique au CHU de Lyon. Et donc, on va parler du diagnostic, de l'évaluation et de l'indication de l'Al-Capa. Je n'ai pas de conflit d'intérêt. Donc, on va d'abord faire suivre le plan de diagnostic et évaluation avec le mode de découverte, l'échographie et l'électrocardiogramme, puis les imageries un peu plus complexes, scanner, IRM et angiographie, et puis ensuite les indications de chirurgie d'Al-Capa et la discussion sur la chirurgie de la valve mitrale. L'Al-Capa, c'est l'implantation anormale de l'artère coronaire gauche dans l'artère pulmonaire. Donc, pour rappel, embryologiquement, les artères coronaires ne naissent pas de l'aorte, mais la rejoignent. Et dans le cas de l'Al-Capa, l'artère coronaire gauche va s'implanter dans l'artère pulmonaire. Le plus souvent, l'artère coronaire naît du sinus. On la voit naître ici, du sinus postérieur gauche du TAP. Cette malformation concerne une naissance pour 300 000, donc c'est une malformation rare qui représente 0,24 à 0,46% des cardiopathies congénitales. Avec une première description en 1865, puis une description où on corrèle la clinique avec la pathologie en 1933 par Bland, White et Garland, qui ont donné initialement leur nom pour... on parlait de syndrome de Bland, White et Garland, et ensuite c'est devenu Al-Capa. Elle est soit isolée, soit associée à d'autres malformations cardiaques, et s'il n'y a pas d'intervention, c'est 90% de mortalité la première année de vie. Donc les anomalies associées, ça peut être d'autres cardiopathies dans 13% des cas, donc les cardiopathies communes comme CIA, CIV, canal, rétrécissement pulmonaire, des anomalies de la voie gauche, et puis fenêtre aortopulmonaire, TGV. Donc voilà, il y a plein de malformations qui peuvent être associées, même si c'est assez rare. Et puis vous pouvez aussi avoir des anomalies extracardiaques dans 8% des cas. Donc ça, c'est une série américaine. La physiopathe, donc en général, donc on est avec cette Al-Capa et à la baisse des résistances vasculaires pulmonaires, on va avoir un flux rétrograde de l'artère coronaire gauche vers l'artère pulmonaire qui va provoquer donc un vol coronaire et donc un défaut de perfusion coronaire avec une ischémie myocardique qui va conduire à une dysfonction ventriculaire gauche et une insuffisance mitrale par ischémie des piliers de la valve mitrale. Et à cela est associé éventuellement des troubles du rythme par l'ischémie myocardique et des cas de mort subite. Seulement, il y a quand même une variante qui est que parfois on peut quand même développer des collatérales qui vont naître de la coronaire droite, notamment en cas de dominance coronaire droite, et ce qui va permettre d'aller reprendre la vascularisation de cette coronaire gauche. Et donc, on peut avoir finalement des patients qui sont peu symptomatiques et donc découvrir cette malformation seulement à l'âge adulte. Et donc, dans ces cas-là, on a un shunt gauche-droite de la coronaire droite vers le tronc de l'artère pulmonaire. Et c'est aussi favorisé dans les cas où il y a une sténose ostiale gauche ou alors une sténose pulmonaire, puisqu'on va limiter le vol coronaire. Alors, comment fait-on le diagnostic et comment évalue-t-on cette malformation ? Donc, on a en gros deux types de tableaux. Soit un tableau qui concerne le nourrisson de moins d'1 an, c'est la majorité des cas, où en général ces enfants sont symptomatiques vers l'âge de 2-3 mois. Parfois, ça peut être un peu plus tard, avec des signes en fait, d'insuffisance cardiaque qui vont être plus ou moins importants. Donc typiquement, ça peut être des enfants qui sont vus plusieurs fois pour des tableaux étiquetés bronchiolite, mais qui sont en fait des tableaux d'insuffisance cardiaque. Il y en a d'autres où ce sera beaucoup plus important avec une altération de l'état général, une mauvaise prise des biberons, une sueur OTT. Et puis au maximum un choc cardiogénique avec un enfant qui arrive en état de choc et on découvre l'Al-Capa. Donc l'insuffisance cardiaque, les signes d'insuffisance cardiaque vont être d'intensité variable. Et il y a également associé à ça une insuffisance mitrale par dilatation de l'anneau et ischémie des piliers.
Parfois, même chez certains enfants, donc la collatéralité va se développer, et puis donc on va plutôt se rapprocher d'un tableau adulte qui représente 15% des cas, avec des symptômes qui peuvent être des patients qui n'ont pas de symptômes, des symptômes plus frustres dans 70% des cas, avec une dyspnée, des troubles du rythme, une syncope, des douleurs thoraciques. Et au maximum, on peut avoir une dysfonction ventriculaire gauche. Il y a certains patients qui sont suivis en fait pour une insuffisance mitrale avec dysfonction VG, et le diagnostic d'Al-Kappa est fait beaucoup plus tard. Et il y en a quand même qui ont une présentation d'emblée, qui ont une présentation finalement sévère jusqu'à la mort subite, qui peut survenir dans les séries vers l'âge de 35-40 ans. Le diagnostic il repose donc sur la clinique avec la symptomatologie, et puis l'examen clinique qui va essentiellement reposer sur les signes d'insuffisance cardiaque, le souffle d'insuffisance mitrale, et l'électrocardiogramme où on va avoir des signes d'ischémie myocardique ou de nécrose, donc surtout dans la partie latérale en D1 AVL, avec des ondes Q. On peut aussi avoir les troubles de repolarisation avec l'inversion des ondes T en latéral. Et puis vous pouvez avoir aussi une progression pauvre de l'onde R en latéral. L'examen de choix pour faire le diagnostic, en tout cas chez le nourrisson, c'est l'échographie. La plupart des enfants ont besoin essentiellement d'un diagnostic clinique et échographique pour ensuite être opérés. Et donc on voit ici, ici vous avez l'aorte, là vous avez l'artère pulmonaire. On voit qu'il n'y a pas ici, la naissance du tronc coronaire gauche devrait être ici, mais en fait il est sur la partie postérieure gauche du TAP, et donc on note une absence de coronaire gauche qui s'implante au niveau de l'aorte, et par contre on visualise l'artère coronaire qui s'implante au niveau de l'artère pulmonaire. Et il est très important de faire appel au Doppler pour bien mettre en évidence le flux dans cette coronaire. On voit donc un flux qui va de la coronaire vers le TAP, donc un flux rétrograde. Et parfois, le Doppler peut vraiment aider à faire le diagnostic, parce qu'on peut, je vous montrerai des images où on peut construire des faux ostia au niveau de l'aorte et passer à côté du diagnostic. Et donc là, vous avez ici cette coronaire avec un flux rétrograde dans la coronaire. Et donc vous voyez aussi que les fréquences cardiaques sont très rapides, parce que c'est des échographies là, de bébés. Ici, donc pareil, on voit donc la coronaire gauche avec le flux bleu là, qui est rétrograde dans le tronc de l'artère pulmonaire. Et ici, c'est un autre exemple où on voit bien donc là la circonflexe et la coronaire et le tronc et l'IVA qui vont s'implanter dans l'artère pulmonaire avec un flux du coup qui va de la coronaire vers l'artère pulmonaire, donc rétrograde. Chez l'adulte, c'est plus difficile. La visualisation des coronaires à l'échographie, elle n'est pas si évidente. On peut s'aider des signes indirects. Donc, ici, on voit on voit pas de coronaire s'implanter. Ici, on voit donc une coronaire droite qui est dilatée. Et sur cette vidéo-là, on voit ici des collatérales septales qui sont trop visibles. Donc ça, c'est des signes indirects qui peuvent aider à faire le diagnostic chez les patients plus grands avec des fenêtres échographiques moins favorables. Ensuite, l'autre évaluation, donc une fois qu'on a posé le diagnostic à l'échographie, si on y arrive, il faut évaluer la valve mitrale et la fonction cardiaque gauche. Donc pour la valve mitrale, donc les feuillets normalement apparaissent normaux. Vous avez des cas quand même d'anomalies morphologiques de la valve mitrale, mais normalement ils sont anatomiquement normaux. Et on a donc une insuffisance mitrale, le flux qu'on voit ici bleu, qui est par dilatation de l'anneau mitral et par dysfonction des piliers avec un trajet postéro-latéral de la fuite.
Et si on regarde de plus près, en fait, bien souvent, donc on voit les piliers là ici qui sont hyper échogènes et on a un mouvement restrictif de la petite valve avec un prolapsus plus ou moins important de la valve antérieure. Et l'autre signe intéressant, c'est l'hyperéchogénicité des piliers, là, qu'on voit qui est très marqué là sur ces... Bon, ça c'est un cas vraiment de nourrisson de 2 mois avec une dysfonction cardiaque très importante et une grosse dilatation du ventricule gauche. Mais en tout cas, on voit bien l'hyperéchogénicité des piliers. Ensuite, donc, le troisième élément sur le diagnostic de cette ALCAPA pour bien caractériser la lésion, c'est de voir son retentissement sur la fonction cardiaque, puisque en fonction du sous-type d'ALCAPA et de la collatéralité, vous allez avoir une insuffisance cardiaque, enfin une dysfonction cardiaque plus ou moins marquée. Donc la fonction cardiaque, elle peut être normale ou elle peut être ensuite modérée, sévère, voire extrêmement sévère avec certains enfants qui arrivent avec 10% de fraction d'éjection. Et sur les cas où vous avez une collatéralité qui s'est éventuellement développée, mais avec quand même une ischémie un peu chronique, vous pouvez utiliser le strain qui vous permet éventuellement, là on voit ici, la partie antérolatérale où on a une diminution du strain par rapport au reste de la fonction cardiaque qui est correcte. Et chez l'adulte, on peut avoir le même type d'évaluation. Là, vous voyez ici la fuite mitrale. On évalue la fonction cardiaque avec une évaluation multimodale et puis l'hyperéchogénicité des piliers qu'on peut voir ici à l'échographie. Alors, il y a quand même des pièges. Hein. Ce n'est pas si évident de toujours faire le diagnostic de cette malformation parce qu'on peut avoir l'impression qu'il y a un ostium qui est implanté au niveau de l'aorte. Et puis, en fait, le vrai ostium, enfin l'artère coronaire, elle arrive en fait dans le TAP. Et puis, vous pouvez avoir aussi des variants où il y a même des naissances plutôt du sinus, plutôt à droite, et qui fait que c'est extrêmement proche de l'aorte avec des trajets intramuraux. Donc là, c'est très compliqué pour faire le diagnostic. Là, donc c'est un article où ils étaient ils s'étaient aidés de l'ETO pour faire le diagnostic. C'était un cas adulte où en fait à l'ETO on voit que le flux il est grossièrement bleu dans la coronaire droite. Il devrait être bleu puisque l'aorte est ici dans l'aorte, mais il est rouge. Ça témoigne d'un flux rétrograde dans l'aorte et donc en fait il y a une naissance anormale avec un trajet intramural. Parfois, chez les adultes et les grands enfants, les adultes, à partir du moment où on a une fenêtre échographique un peu moins favorable et qu'on a une fréquence cardiaque tolérable pour un scanner, même si maintenant on a une évolution qui fait que le scanner, on peut arriver à le faire même avec des fréquences un peu plus rapides. Mais bon, quand ils sont à 160 de cœur, c'est un peu compliqué. Eh bien, on peut utiliser donc de l'imagerie en plus pour arriver au diagnostic. Et ça va passer par le scanner qui, lui, a l'intérêt donc, de vraiment visualiser. Là, on voit la coronaire gauche qui est implantée dans l'artère pulmonaire et qui est dilatée. Avec une coronaire droite, je vais vous montrer après, qui est dilatée avec des collatérales. Et puis, on peut avoir une dilatation des artères bronchiques. Donc là, vous voyez la coronaire droite avec des collatérales qui vont aller alimenter le réseau gauche. On peut également faire de la reconstruction volumétrique où vous voyez ici la coronaire gauche qui naît de l'artère pulmonaire. Et le scanner va également éventuellement être intéressant pour voir des anomalies de mouvement de la paroi latérale du VG et après pour faire le suivi post-opératoire. Là, vous avez un exemple d'une adulte. Vous voyez ici, on va voir... c'est passé trop vite, on va attendre la suite. Mais en gros, vous voyez ici plein de collatérales. On va voir après la coronaire droite qui est ici, là, qui est très dilatée, qui donne toutes ces collatérales, y compris au niveau du septum. Voilà. Et la coronaire gauche, elle n'est... Hop, j'ai laissé passer, c'est pas grave. Et donc, en fait, vous voyez, ça, c'est un cas adulte où on a une coronaire droite qui est dilatée, qui envoie des collatérales de partout. Hein. Tout ça, c'est des collatérales qui vont alimenter le réseau coronaire gauche. Et qui vont permettre de la vascularisation.
Ensuite, l'autre examen de choix, donc plutôt pour les adultes, c'est l'IRM, puisqu'on va avoir une évaluation également fonctionnelle. Alors, on peut faire visualiser aussi la coronaire, visualiser le flux rétrograde, évaluer l'insuffisance mitrale, évaluer la fonction cardiaque de manière plus précise et l'éventuelle dyskinésie régionale. Et il y a aussi un intérêt pour la caractérisation tissulaire, pour l'ischémie myocardique, voir quelle est la viabilité du myocarde qui est ischémié de manière chronique, et le rehaussement tardif au gadolinium qui permet donc d'évaluer la fibrose avec potentiellement le risque rythmique, mais qui est très difficile chez ces patients à évaluer, en tout cas, étant donné le peu de patients dans les séries. Et donc on voit ici le rehaussement tardif au gadolinium qui montre une souffrance de la fibrose au niveau du myocarde qui est ischémique. Ensuite, chez l'adulte, on pourra aller plus loin avec l'évaluation de l'ischémie myocardique de manière non invasive avec des épreuves d'effort, de l'écho de stress, la scintille myocardique de perfusion. Et chez 85% des patients avec Alcapa, on a une anomalie de ces tests qui permet du coup d'évaluer l'importance de l'ischémie. Et puis, dernier examen qui peut servir à faire le diagnostic, notamment pour la découverte fortuite, qui historiquement a été l'examen de choix pour faire le diagnostic. Eh bien, on a ici, on a l'aorte avec la coronaire droite et on n'a pas de coronaire gauche, avec une coronaire droite qui est dilatée et tortueuse. Et qui va donner, là vous allez voir, des collatérales multiples. Hop, donc on va aller très tortueuse, des collatérales multiples qui vont jusqu'à l'IVA, qui présentent un flux rétrograde dans l'artère pulmonaire qui est par ici. Et donc ça signe donc l'Alcapa. Pour les indications, donc l'indication de chirurgie coronaire, finalement, les recommandations américaines et européennes proposent de toute façon une prise en charge chirurgicale. Avec avant l'âge d'1 an, si on ne fait rien, en fait, on a 90% des patients qui vont décéder. Et plus tard, on a un risque d'ischémie, de troubles du rythme, de mort subite, donc qui font que ces patients ont une indication opératoire retenue. Si ce n'est qu'ils ont quand même quelques cas dans la littérature avec des personnes chez qui on découvre à 80 ans qu'ils ont une Alcapa. Donc eux, on décide d'un traitement médical conservateur et de ne pas aller faire de chirurgie d'Alcapa. Pour la temporalité, c'est une question surtout pour les nourrissons qui arrivent parfois donc en choc cardiogénique, qui sont très déstabilisés. La question, c'est de la temporalité. Et donc, en général, les experts s'accordent pour dire que c'est bien de peut-être quelques jours les réanimer pour essayer qu'ils arrivent au bloc avec une fonction cardiaque un peu meilleure, ou au moins à peu près stable, passer la phase d'infarctus d'ischémie très aiguë. Et donc, ils proposent d'attendre quelques jours avant d'aller à la chirurgie avec un soutien inotrope, des diurétiques et un soutien ventilatoire. Pour la valve mitrale, donc bien souvent, ces patients, ils ont une fuite mitrale qui peut être importante, un grade 3-4 pour certains, et donc est controversée l'indication de valvuloplastie ou d'annuloplastie, parce qu'en fait, on s'aperçoit que la fuite mitrale, elle peut s'améliorer avec le temps de manière spontanée, avec probablement le remodelage. Et avec des critères de chirurgie qui finalement sont pas très clairs, parce que dans les séries, en gros, il y en a qui sont opérés, d'autres pas opérés, mais on ne sait pas sur quels critères et pourquoi. Et ensuite, alors s'il y a une anomalie mitrale associée vraie, comme un double orifice ou chose comme ça, il y a une chirurgie. Mais par exemple, dans cette cohorte, en fait, qui concerne 177 enfants, donc pris en charge sur 9 ans, en fait, on s'aperçoit qu'il y en a finalement que 10%, alors qu'il y en a 43% qui ont une IM grade 3-4 en préopératoire, il n'y en a que 9% qui vont être opérés finalement de leur valve. Et sur ces patients qui sont opérés, eh bien, il n'y en a que la moitié, mais bon, sur cette patiente, ça ne fait pas beaucoup, mais en gros, il y en a qui ont encore une fuite mitrale importante qui peut éventuellement nécessiter une nouvelle chirurgie. Et dans ceux qui n'ont pas été réparés alors qu'ils avaient une fuite au moins grade 3, eh bien, finalement, il y en a une bonne partie qui récupère
une fuite grade 1-2, et puis il y en a une autre partie, finalement il n'y a qu'une petite partie qui va être reprise pour une chirurgie de la valve mitrale. Donc, en conclusion, l'ALCAPA, c'est une malformation qui est très rare, avec un tableau qui est finalement très variable, un tableau clinique qui peut être un tableau asymptomatique jusqu'à l'arrivée d'un enfant en choc cardiogénique. On distingue donc les formes qui concernent les nourrissons de moins d'1 an, surtout quelques mois de vie, des cas enfants-adultes où il y a une collatéralité qui s'est développée et donc qui n'ont pas le même type de symptômes et de cliniques. En première intention, le diagnostic, il est clinique et échographique, notamment chez le nourrisson. Et puis, quand on est plus grand, il est bien d'essayer pour préciser le diagnostic du scanner, de l'IRM, et puis d'évaluer la réponse à l'effort. Et l'évaluation de l'ALCAPA, elle passe aussi par l'évaluation de la fonction cardiaque et de la valve mitrale, avec une indication chirurgicale qui est retenue et une temporalité qui varie en fonction donc, des cas, notamment quand on arrive en état de choc, avec plutôt une attitude conservatrice sur la valve mitrale. Voilà, je vous remercie, et ça, c'est les articles que j'ai fait. Merci Elodie pour ce beau tableau complet, synthétique. J'aurais juste 2 remarques pour les plus jeunes. Merci de nous avoir très bien présenté le TT des nourrissons avec le piège de l'ostium de la coronaire gauche qu'on voit parfaitement à l'aorte. Et donc ça, c'est important de le savoir. Et même, nous avons eu un cas récemment où les assistants étaient persuadés que ce n'en était pas une, parce qu'ils avaient parfaitement vu cet ostium. Donc je crois que c'est vraiment bien de le rappeler. Et l'autre signe, c'est ces fameux rails de la mitrale. Et devant tous ces tableaux de cardiomyopathie dilatée en choc du nourrisson, le rail de la mitrale, c'est quand même, il faut aller chercher la coronaire. Merci aussi pour avoir bien exposé ces 2 tableaux différents. Et je vais laisser la parole s'il y a des questions dans la salle. Oui, juste toutes les images échos, c'est des vrais patients de Lyon. J'ai fait les 10 ans d'ALCAPA et c'est assez intéressant de voir. Effectivement, parfois, c'est extrêmement difficile de faire le diagnostic et ça ne tombe pas des nues, parce qu'aussi dans les chocs cardiogéniques, parfois, on a aussi cet aspect un peu hyper-échogène du cœur, mais bon, c'est... Voilà, ça, il faut mais les 2 vraiment rails, s'astreindre à faire le Doppler, être sûr qu'on a bien l'ostium sur l'aorte. Bonjour, merci pour les belles images. Vous avez dit que habituellement la coronaire gauche naissait de la face postérieure du tronc de l'artère pulmonaire. J'avais toujours vu naître du tronc de l'artère pulmonaire, et l'an dernier, on en a une qui naissait de l'artère pulmonaire à droite. Oui. Donc, où est-ce qu'il faut les chercher quand on la trouve pas et qu'on est sûr que c'est ça? Statistiquement, c'est plutôt sur la gauche, mais après, quand on ne trouve pas, il faut peut-être essayer de s'aider avec un scanner si on peut faire ça, si on peut avoir recours à cette imagerie, parce qu'effectivement, ce n'est pas toujours évident et on ne va pas envoyer un patient au bloc sans avoir un diagnostic clair, quoi. Donc, Alors, je vais rebondir sur ce que tu as dit, Jean-Baptiste Mouton. Tu te rappelles de ton patient de Villeneuve-sur-Lot, il va très bien. Oui, je me rappelle. Oui. La première ALCAPA que j'ai vue, c'était il y a très longtemps. J'étais convaincu que c'était une ALCAPA. On lui a fait 2 scanners pour aller au cathétérisme le 24 décembre. Le 24 décembre, c'était au cathé. C'est une myoque dilatée chez un nourrisson. Il y a cette fuite mitrale. Il faut vraiment trouver quelque chose de curable. À l'écho, on ne la voyait pas. Au scanner, on a eu des doutes. On a fait 2 scanners. Et c'est M. Tambo qui a fait le cathé, qui est venu me voir, qui m'a dit « Tu avais raison d'insister. Il faut vraiment insister, il faut la trouver, où qu'elle soit. C'est curable. » Oui. Ça faisait longtemps. Bonsoir, merci pour cette présentation. Il y a deux formes différentes, c'est-à-dire la forme avec le choc cardiogénique où le diagnostic est un peu plus facile que
chez les enfants qui se présentent tardivement ou chez les adultes, avec une très bonne fonction systolique, excellente fonction systolique, qui se présente pour fuite mitrale, qui est constante. Ça, c'est le signe constant, c'est la fuite mitrale. Il n'y a pas d'Al-Kappa sans fuite mitrale. Donc, les 4 patients que j'ai revus pour une publication, on est en train de travailler sur ça, les 4 patients ont été référés soit pour un souffle, chez lesquels on trouve une fuite mitrale, ou pour une plastie mitrale, pour une pathologie mitrale. Alors, les autres signes échographiques chez ces enfants-là, avec une bonne fonction systolique, c'est la dilatation de la coronaire droite, à l'échographie, je veux dire, et les fistules, les coronaires, les collatérales, dans le septum, avec des petites flamèches qu'on voit en couleur. Donc, ces 4 signes, parce que, en fait, effectivement, quand on regarde la coronaire gauche, c'est un piège parce que parfois on a l'impression, on est sûr, on va parier que la coronaire gauche naît de l'aorte à l'échographie, alors que c'est trompeur, Oui, effectivement. tout à fait, Mais oui. les signes, la fuite mitrale, elle est constante, la dilatation de la coronaire droite et les collatérales qu'on voit dans le septum dans les formes tardives. Ouais, c'est C'est pour l'écho que je vous ai montré, l'écho Merci, d'adulte. Jean-Pierre, pour ces précisions. C'était effectivement ça. Juste pour parler d'un petit truc aussi qui peut être un peu délicat, c'est quand c'est associé à des anomalies qui entraînent de l'HTAP. Là, on en a tous eu des patients qui viennent avec une CIV. Moi, j'en ai eu avec un VDDI à 3 mois qu'on a réparé, on était content et on a eu du mal à sortir de CEC. Tellement mal que le patient est sorti thorax ouvert. On ne s'est même pas rendu compte. Il est quand même sorti de CEC. On a pu fermer le thorax à J2, J3. Il est rentré chez lui. 3 mois après, il a fait l'infarctus. Personne ne s'en est rendu compte parce que la coronaire naissait de l'AP droite. Et personne n'a pu la voir, même pendant la CEC. Donc ce patient est revenu 3 mois après pour un infarctus apical du VG. Elle a été réimplantée. Il a récupéré complètement de son infarctus. Donc quand il y a de l'HTAP, si on règle ce problème, on n'arrive pas à sortir de CEC, il faut y penser. Si le patient a une OG très élevée ou si le fébrile, si on n'arrive pas à sortir, cherchons l'Al-Kappa. Oui, c'était un peu ce que je voulais dire, effectivement. Pour les plus jeunes, mais pas que. Moi, ça m'est arrivé 2 fois. CIV opéré à 2 mois, qui ne sortent pas de CEC ou mal, avec des VG dilatés à l'ETO. Il faut penser à l'Al-Kappa. Et je dirais même plus qu'à l'ETO, ce n'est pas forcément évident à voir parce qu'on n'est pas dans les bonnes conditions. Il faut aller ouvrir le tronc de l'artère pulmonaire parce que très souvent, c'est l'Al-Kappa. Et une autre anecdote qui est intéressante, j'ai opéré, je pense, il y a 2 ans, une adulte de 34 ans qui avait été opérée à l'âge de 20 ans d'une plastie mitrale et que j'ai réopéré donc 15 ans plus tard pour Al-Kappa. Comme quoi, on peut aussi sortir de CEC, pas avoir de shunt associé, enfin, tout est possible. Mais c'est une pathologie qui est méconnue. Chez l'adulte, c'est parfois très, très trompeur et assez complexe. Bah là, dans les patients que j'ai regardés, il y a des patients adultes, ils ont été suivis pendant 10 ans pour IM, et puis ils font un coroscanner parce qu'il y a une dysfonction VG, et puis voilà, et on trouve l'Al-Kappa. Enfin, Et tant qu'on est dans les histoires de chasse, avec CIV, c'est vrai, mais c'est vrai aussi avec fenêtre aortopulmonaire, et ça peut permettre de faire une variante de Takeuchi. C'est une blague de chirurgien, ça. Pour introduire la chirurgie.